la fin de la guerre en 1815, le Bas-Canada vit une crise agricole qui se développe en crise économique et augmente les malaises sociaux. Plusieurs Canadiens se retrouvent sans emploi et sont sur le bord de la famine. Au début du 19e siècle, plusieurs nations, comme l'Argentine, le Mexique, la Belgique et la Grèce, obtiennent leur indépendance. D'abord admiratifs des libertés anglaises, plusieurs chefs patriotes se détournent de la monarchie coloniale britannique pour s'intéresser au républicanisme américain. À leurs yeux, ce régime serait le plus approprié pour une société neuve et égalitaire, comme l'est pour eux le Bas-Canada. L'attitude de l'Assemblée élue fait vite apparaître les limites de la Constitution de 1791. L'historien Claude-Henri Grignon déclare, et nous citons, « Le soulèvement de la population en 1837 se prépare dès 1760. C'est à ce moment que se vivent les premières heures d'une ruine économique généralisée. Ayant tout perdu au temps de la guerre, les gens de la Nouvelle-France se retrouvent sans gîte, sans outils agricoles, sans bétail, le leur ayant été réquisitionné par les troupes françaises d'abord et par celles des Britanniques par la suite. Ayant toujours été indifférents face à la vie politique sous l'ère de l'absolutisme du régime français, les sujets demeurés au pays se replient sur eux-mêmes et ils s'intéressent majoritairement à l'agriculture. Début de la construction du canal Rideau, reliant le lac Ontario à la rivière des Outaouais. Le lieutenant-colonel John Bay fonde le village de Bytown à son extrémité nord, qui allait devenir la ville d'Ottawa. 9 novembre. Première édition du journal La Minerve, fondé par Augustin Norbert Morin. Progressivement, dès 1826, le Parti canadien devient le Parti patriote et adopte une voie d'action plus radicale. À vrai dire, ses membres rattachent leur parti à d'autres mouvements démocratiques nationaux de l'époque, tels que la Révolution américaine et la Révolution française. Au cœur du conflit entre l'Assemblée et le gouverneur, deux sujets. Le premier, le contrôle des finances publiques. Et le second, le projet de fusion du Haut et du Bas-Canada poussé par le gouverneur en 1822-1823. Les ambitions de l'Assemblée des élus font vite apparaître les limites de la Constitution de 1791. Les volontés de la majorité parlementaire sont d'abord combattus par le Conseil législatif, les non-élus, sorte d'avant-garde du gouverneur, et par certains hauts fonctionnaires surnommés la clique du château. Les affrontements portent sur deux questions fondamentales dans un régime parlementaire de type britannique, dont le principe de base est traduit par l'adage « No taxation without representation », c'est-à-dire qu'on ne peut dépenser l'argent des contribuables si on n'a pas été élu. Bref, dans une colonie où le pouvoir est dans les mains d'une minorité anglophone qui souhaite l'assimilation des Canadiens français, ces revendications mettent la table pour une superbe grosse confrontation. Le gouverneur va avoir du pain sur la planche pour accorder des positions aussi diamétralement opposées.
Dans les faits, c'est le gouverneur britannique qui détient le véritable pouvoir. Il peut dissoudre l'Assemblée et renvoyer les députés élus, soit il oppose son veto aux lois adoptées par cette Assemblée qui ne lui plaisent pas. Celui-ci craint sans doute que la majorité canadienne-française suive le courant démocratique né de la Révolution américaine et de la Révolution française pour obtenir davantage de pouvoir. En 1827, en fait, c'est d'abord la crise des subsides sous le gouverneur Dalhousie, mais c'est aussi à ce moment-là que ce même gouverneur-là s'oppose énormément avec l'orateur de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, nul autre que Louis-Joseph Papineau. Il va y avoir prorogation de la Chambre d'Assemblée à quelques reprises à l'automne 1827, mais ici, dans le comté de York, Saint-Eustache principalement, il va y avoir une assemblée très importante le 4 juin 1827, lors de laquelle les principaux organisateurs vont non seulement dénoncer les agissements politiques du gouverneur Dalhousie, mais vont aussi dénoncer les agissements politiques du seigneur de l'endroit, nul autre que Eustache-Nicolas Lambert-Dumont. Monsieur Dumont est non seulement seigneur de l'endroit, mais aussi il est député du comté et aussi il est lieutenant-colonel de milice. Voilà, donc il porte 3 différents chapeaux, très importants. Donc cette assemblée-là va être tenue pour dénoncer, entre autres, ses agissements à lui. Suite à ce rassemblement-là très important, le lieutenant-colonel de milice, M. Dumont, va dénoncer les agissements de ces organisateurs-là et va organiser une cour martiale pour les traîner en justice. Alors, les Jacques Labrie de Saint-Eustache, les Jean-Joseph Giroir de Saint-Benoît, entre autres, vont être mis à l'amende. Et puis, suite à ça, ils vont être destitués de leur grade d'officier de milice. Ça, c'est très important à savoir. À partir de là, disons que politiquement parlant, c'est là que l'agenda politique s'enclenche et va mener éventuellement aux 92 résolutions de 1834 et au premier coup de feu qui vont se dérouler en 1837. À la suite de l'Assemblée du 4 juin 1827 et de l'élection générale de la même année, une dialectique serrée s'installe dans le comté des Deux-Montagnes, particulièrement au niveau des assemblées publiques. Le fait que Saint-Eustache soit politiquement une paroisse et un village divisé explique le fait qu'il s'y déroule peu d'assemblées patriotes. Conséquemment, entre 1834 et 1837, la plupart des rassemblements se dérouleront à Saint-Benoît, le véritable bastion patriote au nord de Montréal. Pour mater l'Assemblée, le gouverneur décrète des élections anticipées à l'été de 1827. Dalhousie cherche depuis longtemps à se débarrasser de Papineau, mais les patriotes remportèrent ces élections avec une écrasante majorité. À l'ouverture de la session, le gouverneur Dalhousie refuse l'élection de Papineau au poste de président de la Chambre, c'est-à-dire de l'orateur, ce qui entraîna un mouvement populaire de résistance dans la province. Jusqu'aux années 1960, l'usage au Québec voulait que l'on désigne le président de l'Assemblée législative, maintenant l'Assemblée nationale, sous le nom de Monsieur l'orateur, calque de l'anglais Mr. the Speaker. On le désignait ainsi car il était le seul parlementaire autorisé à parler au nom des élus de l'Assemblée à l'autorité souveraine, le roi, le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur. En droit parlementaire de l'époque, cette fonction confère à son titulaire un très grand prestige, puisqu'il est l'élu des élus. Il apparaît donc comme l'incarnation même de la démocratie parlementaire dans la tradition britannique. Les ministres et le premier ministre sont officiellement désignés par la couronne, mais le président de l'Assemblée est élu par les députés. Papineau occupa le poste pendant une douzaine d'années,
à l'exception de l'exercice 1823-1824. Le docteur Jacques Labrie avait joint les rangs de la politique active en 1827. Il se présenta comme candidat dans la circonscription de York aux élections contre Nicolas Eustache Lambert Dumont, seigneur des Mille-Îles, qui représentait la circonscription. C'est en usant très souvent de violence que les votants ont dû accéder au bureau de scrutin. Labrie fut élu avec Jean-Baptiste Lefebvre. À l'automne de 1827, Labrie s'employa à persuader ses compatriotes de signer la pétition face au gouvernement d'Alousie. Un discours prononcé à Vaudreuil fut noté comme étant une des pièces d'éloquence des plus incendiaires des années pré-révolutionnaires. Jeune médecin, Jean-Olivier Chénier, fraîchement établi à Saint-Benoît, se lie d'amitié avec le notaire Jean-Joseph Giroir et avec son confrère médecin Jacques Labrie, qui l'initie de belle façon aux problèmes locaux et lui donne une vision privilégiée en matière de politique. La pétition est l'une des méthodes les plus communément utilisées par la population pour exprimer son désaccord politique. Peu utilisée à l'ère de la Nouvelle-France, cette pratique collective devint de plus en plus fréquente dans les années qui ont suivi la conquête et de plus en plus présente lors de la mise en place de l'acte constitutionnel de 1791. Mais dans ce temps-là, le monde, ben, il n'en faisait pas de manifestations, il n'en faisait pas de grève pour se faire entendre. Non. Il signait des pétitions. Oui, des pétitions. Puis c'est comme ça que les patriotes, ben évidemment, ceux qui avaient été élus aux dernières élections, ben ils avaient déposé en 1828 une autre pétition à Londres pour dénoncer le comportement du gouverneur d'Alousie. Ben cette fois-là, ils ont gagné le pari. Puis c'est comme ça que Papineau a repris son rôle d'orateur à la Chambre. En 1827, pour en quelque sorte contrecarrer les agissements du gouverneur d'Alousie, le moyen privilégié par la population pour soutenir les demandes de leurs députés canadiens-français en Chambre, c'est de faire des pétitions. Et en 1827, dans le contexte des subsides et du possible renvoi du gouverneur d'Alousie, on va faire une importante pétition qui va réunir 87 000 noms qu'on va envoyer directement en Angleterre. Suite au succès électoral de 1827, Louis-Joseph Papineau décida de s'attaquer à l'administration du gouverneur d'Alousie en constituant des comités régionaux qui veillent à faire circuler des pétitions dans toutes les localités. Le comité à Londres donna raison à plusieurs demandes des réformistes canadiens. Quant à Lord Dalhousie, on lui offrira une sortie de scène honorable en lui offrant le commandement militaire aux Indes. Il quittera donc Québec et sera remplacé par le lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse, James Kempt. À cette époque-là, 87 000 noms dans une pétition, c'était quelque chose d'assez inusité et d'assez important. 20 novembre, début de la 13e législature du Bas-Canada. 18 décembre, les éditeurs de journaux Jocelyn Waller et Ludger Duvernay sont arrêtés pour diffamation contre le gouverneur.
Mardi le 25 décembre 1827. Cher journal. C'est Noël aujourd'hui. On a eu une belle messe de minuit. Enfin, il n'y avait pas de chicane dans le village. Mon père, cet été, s'est présenté à l'élection du comté de York et il a gagné avec son ami Jean-Baptiste Lefebvre. Mais ce n'est pas tout le monde qui est content. Le seigneur Dumont était candidat contre mon père. Il voulait se faire réélire. Ils étaient amis avant. C'est même lui qui a servi de père quand il s'est marié avec ma mère. Maintenant, ils ne font que se chicaner. Pour se venger, je pense que le seigneur Dumont, qui est aussi lieutenant-colonel, a destitué mon père et ses amis comme officiers de la milice. Les élections ont duré une semaine avec beaucoup de violence et des coups de bâton. Mon grand-père était député. La carrière parlementaire du docteur Labrie fut très courte. Il ne siégea en chambre que pour 3 sessions parlementaires, réparties sur 3 années. Ce n'est pas le salaire qui attire Jacques Labrie à la Chambre d'Assemblée, car à l'époque, les députés ne recevaient aucune rémunération. Cette charge publique relevait d'un bénévolat bien assumé, motivé par de profondes convictions. Les ministres et les membres du Conseil législatif, eux, sont nommés et payés par le gouvernement. Les députés élus par le peuple ne recevront une première indemnité en tant que parlementaires qu'au cours de la session de 1831. Notez que toutes les séances de la Chambre furent tenues à Québec. Dépôt des pétitions à la Chambre des communes de Londres suite aux actes arbitraires et illégaux du gouverneur général George Ramsay de Dalhousie à l'endroit des francophones. 22 juillet, remise du rapport du comité spécial de la Chambre des communes sur le gouvernement civil du Canada. Le 8 septembre, James Kemp remplace George Ramsay de Dalhousie à titre de gouverneur général, de facto, jusqu'en 1830. Au mois d'avril 1828, Jean-Marie Mondelet écrivait à Denis Benjamin Vigée. « Tous nos habitants prennent part maintenant aux affaires publiques, les connaissent et les discutent. Cette malheureuse crise où nous nous trouvons aura au moins l'effet de leur dessiller les yeux. Sans le vouloir, le gouverneur Dalhousie, par son entêtement aristocratique, avait fait avancer la jeune démocratie bas-canadienne, une première fois en appuyant le projet d'union en 1822 et une seconde fois en rejetant l'élection de Papineau au poste d'orateur. Le 24 juin 1829, c'est l'inauguration de l'Université McGill et la fin de la construction de la basilique Notre-Dame de Montréal. En 1829, la Chambre vota une loi pour modifier la distribution des districts électoraux et augmenter le nombre de sièges de 50 à 84. Cette mesure fut acceptée avec quelques réticences par le gouverneur général James Kemp, puisqu'elle défavorisait les colons anglophones. Mais Kemp tenait à conserver des relations correctes avec la Chambre. En
1828, la Chambre d'Assemblée favorise une refonte de la carte électorale pour ajouter 5 nouveaux districts dans la région des Cantons de l'Est, récemment colonisée par les Anglais. Les élections pour ces districts seront tenues en 1829. L'année suivante, le redécoupage des districts est complété par la subdivision de plusieurs de ceux-ci et par la francisation de leur nom. Dans la région des Laurentides, les districts ayant existé de 1792 à 1829 furent remaniés. Ainsi, Effingham devint le comté de Terrebonne. York fut divisé en 2 montagnes, Ottawa et Vaudreuil. Et Leinster, dans la région actuelle de la Naudière, fut scindé et renommé en Lachenay et l'Assomption. Vendredi 27 mars 1829. 16 ans. Cher journal, nous voilà revenus à Saint-Eustache car nous avons passé l'hiver à Montréal. Cet automne, ma sœur et moi avons eu les fièvres pendant notre séjour à Québec, mais on s'en est bien remise. Ensuite, toutes les familles à leur tour ont commencé à être malades. Mon petit frère Antoine Léandre est le plus atteint et maman pleure beaucoup. Mon père, même s'il ne dort pas beaucoup, vaccine des enfants et soigne des patients. Au mois de février, il a dû s'absenter de la chambre d'assemblée pour cause de maladies dans sa famille. Père a décidé de revenir à la maison de la rivière Duchesne, car il dit que l'air de la ville semble tout à fait nuisible pour la famille. Il ne se plaint pas, mais il me semble épuisé. L'été dernier, j'ai fait la connaissance d'Olivier Chénier, le docteur de Saint-Benoît. C'est l'ami du notaire Giroir et il est un véritable militant du Parti patriote. On partage les mêmes idées et Père l'aime bien. Moi aussi. On parle beaucoup ensemble. J'espère qu'il va venir faire son tour à la maison maintenant qu'on est revenu. Ailleurs, dans le monde, c'est l'insurrection polonaise contre l'Empire russe. Le 22 janvier, on procède à l'ouverture de la 3e session du 13e Parlement par l'administrateur Sir James Kent. Le 30 août 1830, c'est l'annonce officielle à Québec de la mort du roi George IV survenue le 26 juin et la proclamation du règne du nouveau souverain, Guillaume IV, ce qui provoqua la dissolution de la Chambre le 12 septembre. George IV est le fils de George III et il fut appelé à la régence en 1811 lorsque son père fut atteint de démence, mais il ne prit le titre de roi qu'en 1820. Ce que l'on retient de son règne fut sa contribution à mettre fin à l'hégémonie de Napoléon en Europe. Il signa de nombreuses lois contre la liberté de la presse et eut à réprimer des troubles incessants en Irlande. Mort sans laisser d'enfant, c'est son frère cadet, Guillaume IV, qui lui succéda.